J'ai appuyé mon front contre la vitre froide de ma fenêtre d'appartement et j'ai regardé les lumières de la ville scintiller à travers le centre-ville de Phoenix. 28 ans et je venais de signer les papiers de clôture pour ma première maison. Une vraie maison avec une cour arrière, 3 chambres et une hypothèque qui m'appartenait entièrement. Les clés étaient lourdes dans ma poche, leur bord métallique creusant à travers le tissu de mon jean comme un rappel constant que je l'avais réellement fait. Mon téléphone a vibré. J'ai baissé les yeux, m'attendant à des félicitations de ma collègue, Patricia, qui suivait mon parcours de recherche de maison depuis 6 mois. Au lieu de cela, le nom de ma mère s'est allumé à l'écran. J'ai hésité avant de répondre. Nos conversations étaient devenues de plus en plus tendues au cours de la dernière année, depuis que ma jeune sœur Vanessa avait abandonné ses études universitaires pour la 3e fois. Bonjour, Rona. Ton père et moi devons te parler. Sa voix portait ce ton sec qu'elle utilisait pour livrer des ultimatums. Peux-tu passer à la maison demain soir? J'ai transféré mon poids, fixant toujours l'horizon scintillant. Je suis assez occupé demain en fait. Je déménage dans mon nouvel endroit. Tu te souviens? Je t'en ai parlé le mois dernier. Le silence s'est étiré entre nous. Alors tu as mené ça à bien, Rona, nous en avons discuté. Tu aurais dû attendre. Mes doigts se sont serrés autour du téléphone. Nous n'avons rien discuté. Elle avait exprimé son opinion, qui était que je devais continuer à louer et aider Vanessa à payer une autre tentative à l'université. J'ai souri, hoché la tête et continué avec mes propres plans, exactement comme je le faisais depuis que j'avais 15 ans. J'économise pour ça depuis des années, maman. Le timing était bon. Ta sœur a besoin de soutien en ce moment. Elle traverse une transition difficile. Vanessa traversait toujours une transition difficile. À 24 ans, elle avait parcouru 4 aspirations de carrière différentes, accumulé une dette de carte de crédit substantielle et emménagé 2 fois chez nos parents. Chaque fois, nos parents l'avaient renflouée, avaient lissé ses erreurs et lui avaient assuré qu'elle avait juste besoin de trouver sa passion. Pendant ce temps, j'avais travaillé dans 2 emplois pendant mes études secondaires, j'avais fait mes études dans un collège communautaire tout en travaillant à temps plein dans un entrepôt de fournitures médicales, et je m'étais hissé à un poste de coordinatrice logistique qui me payait enfin assez pour économiser de manière agressive. J'avais mangé des ramen pour le dîner plus de nuits que je ne pouvais en compter. J'avais sauté des vacances, conduit une voiture plus vieille que moi et regardé mon compte d'épargne croître avec une dévotion qui frôlait le religieux. Maman, je dois y aller. Je t'appellerai plus tard cette semaine. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse protester. Dehors, un avion descendait vers l'aéroport, ses lumières clignotant selon des motifs rythmiques. J'ai pensé à la maison qui m'attendait à travers la ville. La maison que j'avais visitée cette fois avant de faire une offre. Elle avait de bonnes fondations, a dit l'inspecteur. Le toit avait seulement 5 ans. Le quartier était calme, rempli de jeunes familles et de retraités qui entretiennent réellement leur jardin. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un message de Vanessa. J'ai entendu dire que tu as acheté une maison. Ça doit être agréable d'avoir tout ce qu'on te donne. J'ai fixé le message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Tout ce qu'on me donne. J'avais commencé à travailler dans un fast-food quand j'avais 15 ans, mentant sur mes disponibilités pour les activités scolaires parce que j'avais besoin de chaque quart de travail possible. À 16 ans, j'ai ajouté des quarts de travail le week-end dans une épicerie. J'avais manqué le bal de promo parce que je travaillais un double quart de travail. J'avais manqué ma fête de remise des diplômes du lycée parce que j'économisais l'argent que j'aurais dépensé pour une robe. Vanessa avait eu une voiture pour son 16e anniversaire. J'avais acheté la mienne à 19 ans avec l'argent que j'avais économisé pendant 2 ans. Vanessa était allée à l'université d'État avec nos parents qui couvraient les frais de scolarité, de chambre et de pension. J'avais suivi des cours dans un collège communautaire tout en travaillant 40 heures par semaine, terminant mon diplôme d'associé en 3 ans au lieu de 2 parce que je ne pouvais me permettre qu'une inscription à temps partiel. Mais bien sûr, tout m'avait été donné. Je n'ai pas répondu à son message. Au lieu de cela, j'ai affiché les photos que j'avais prises de la maison sur mon téléphone. Le salon avait de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière de l'après-midi. La cuisine avait besoin d'être rénovée, mais les appareils fonctionnaient. La cour arrière avait un petit patio où je pouvais mettre une table et des chaises. C'était à moi. Tout à moi. Le lendemain soir, j'ai traîné des boîtes de mon appartement à un camion loué. Patricia est arrivée avec du café et m'a aidé à envelopper la vaisselle dans du papier journal.
Tes parents viennent t'aider, demanda-t-elle, scotchant une boîte marquée au placard de la chambre. Je ne leur ai pas demandé. Elle m'a jeté un regard entendu mais n'a pas insisté. Patricia avait 43 ans et avait traversé 2 divorces. Elle comprenait les complications familiales sans avoir besoin d'explications détaillées. Nous avons fini de charger le camion à 20 heures. Mon appartement avait l'air étrange, dépouillé de meubles, juste des empreintes de tapis là où mon canapé avait été, et des trous de clous dans les murs des cadres photos. J'avais vécu ici pendant 4 ans, regardant le solde de mon compte d'épargne grimper, tandis que d'autres personnes de mon âge faisaient des voyages au Mexique et achetaient de nouvelles voitures. Chaque décision financière avait été calculée, délibérée, axée sur un seul objectif. Patricia a conduit le camion pendant que je suivais dans ma voiture. La maison était dans un quartier appelé Desert Bloom, à environ 20 minutes de mon appartement actuel et à 30 minutes de l'entrepôt où je travaillais. Les rues étaient bordées de mesquites matures, et la plupart des maisons avaient un aménagement paysager désertique avec des jardins de rocailles et des plantes indigènes. La mienne était de style ranch jaune pâle avec des garnitures brun foncé, construite en 1987, mais bien entretenue par les anciens propriétaires. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et je suis entré. La maison sentait légèrement les bougies à la vanille que les anciens propriétaires avaient brûlées lors de la dernière visite. Le salon s'étendait devant moi, vide et résonnant. Mes pas sonnaient fort contre le carrelage. Il y a de bonnes énergies, a annoncé Patricia, traversant l'espace avec sa tasse de café. Je peux te voir heureuse ici. Nous avons déchargé le camion par étapes, prenant des pauses pour boire de l'eau et reposer nos dos. À minuit, toutes mes boîtes étaient empilées dans leurs pièces désignées et mes meubles étaient disposés dans des positions approximatives. Patricia est partie vers minuit 30, me faisant promettre de lui envoyer un texto quand je me réveillerais, pour qu'elle sache que je n'avais pas été assassiné par une invasion de domicile. Je me suis tenu au centre de mon nouveau salon après son départ. La maison s'est installée autour de moi, craquant doucement à mesure que la température baissait. J'avais fait ça sans aide, sans prêt de la famille, sans prendre de raccourcis. J'avais travaillé et économisé et sacrifié, et maintenant je possédais une propriété, une vraie propriété, avec mon nom sur l'acte. Mon téléphone a sonné à 7 heures du matin, me réveillant en sursaut sur le matelas pneumatique que j'avais gonflé dans la chambre principale. Le nom de ma mère est apparu à nouveau sur l'écran. Rona, nous avons besoin que tu viennes à la maison aujourd'hui. C'est important. J'ai frotté le sommeil de mes yeux. Que se passe-t-il? Viens juste. Ton père et moi avons besoin de discuter de quelque chose avec toi et d'apporter tes papiers de l'achat de la maison. Quelque chose dans son ton a fait se contracter mon estomac. Quel papier? L'acte de propriété, les papiers d'hypothèque, tout ça. Apporte tout. Elle a raccroché avant que je ne puisse poser plus de questions. Je suis resté allongé sur le matelas pneumatique, regardant le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus de moi. La maison était calme, sauf pour le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine et le son lointain d'un chien qui aboyait quelque part dans le quartier. J'ai conduit à la maison de mes parents à Scottsdale cet après-midi. Le lotissement où ils vivaient était l'une de ces communautés planifiées avec une HOA qui réglementait les couleurs des boîtes aux lettres et les horaires d'entretien des pelouses. Leur maison était de style sud-ouest à 2 étages avec un garage pour 3 voitures et une piscine dans la cour arrière. Mon père avait pris sa retraite anticipée de sa carrière dans les ventes pharmaceutiques, et ma mère dirigeait une boutique à temps partiel, plus pour l'engagement social que pour les revenus. La voiture de Vanessa était garée dans l'allée, bien sûr. J'ai attrapé le dossier contenant les documents de ma maison sur le siège passager et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Ma mère l'a ouverte avant que je ne puisse frapper. Entre. Nous sommes dans le salon. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable en cuir, des lunettes de lecture perchées sur son nez alors qu'il examinait quelque chose sur sa tablette. Vanessa était affalée sur le canapé, son expression un mélange de suffisance et de justification. J'ai senti le premier murmure d'un réel malaise. « Assieds-toi, Rona. » Ma mère a fait un geste vers la causeuse. « Nous devons parler de ton récent achat. » Je suis resté debout. « Ma maison? Quoi à ce sujet? » Mon père a posé sa tablette. « Ta mère et moi avons discuté de ta situation, et nous pensons que tu as fait cet achat sans tenir compte des besoins de la famille. » Les besoins de la famille. J'ai répété lentement. C'est ma maison. Je l'ai achetée avec mon argent. De l'argent que tu as gagné en vivant sous notre toit pendant 18 ans, a interrompu ma mère. Nous avons subvenu à tes besoins, t'avons donné une base.
Tu nous dois de la considération. J'ai regardé Vanessa, qui examinait ses ongles avec un désintérêt étudié. Les pièces ont commencé à s'emboîter. De quoi s'agit-il vraiment? Mon père s'est éclairci la gorge. Ta sœur a besoin de stabilité en ce moment. Elle cherche un endroit où vivre, un endroit abordable où elle peut se concentrer sur la recherche de son chemin. Nous pensons que ta maison serait parfaite pour elle. La pièce a semblé légèrement basculer. Vous pensez que ma maison serait parfaite pour Vanessa? Tu as acheté une maison à 3 chambres, a dit ma mère. C'est beaucoup trop d'espace pour une personne. Vanessa pourrait y vivre, te payer un loyer minimal jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. C'est logique financièrement. J'ai ri. Vraiment ri. Un aboiement aigu qui les a tous les trois fait tressaillir. Vous voulez que je donne la maison que je viens d'acheter à Vanessa après avoir travaillé dans 2 emplois pendant 13 ans pour l'économiser? Pas donner, a dit mon père. Partager. Être une famille. J'ai travaillé dans un fast-food jusqu'à ce que mes mains sentent en permanence la graisse de friture, ai-je dit, ma voix s'élevant. J'ai travaillé des quarts de nuit dans un entrepôt. J'ai mangé des macaronis en boîte pour le dîner 4 soirs par semaine. Et vous voulez que je donne ma maison à Vanessa, qui n'a jamais occupé un emploi pendant plus de 6 mois. Vanessa a finalement levé les yeux. Tu vois, c'est exactement ton problème. Tu penses que tu es meilleur que moi parce que tu es prête à être misérable. Les mots ont flotté dans l'air entre nous. J'ai regardé ma sœur, le sac à main de créateur assis à côté d'elle sur le canapé que je savais que mes parents lui avaient acheté le mois dernier, les ongles manucurés qu'elle venait de faire dans un salon que je n'avais pas les moyens de visiter. Prête à être misérable, ai-je répété. C'est ça, selon toi, le travail acharné? Tu agis comme si être responsable était une sorte de vertu, a dit Vanessa, se redressant. Pendant ce temps, tu n'as pas de vie, pas d'amis à part cette femme du travail, pas de relation. Tu te contentes d'économiser de l'argent et de juger tout le monde. Les filles, ça suffit, a interrompu ma mère. Rona, nous ne te demandons pas de donner la maison à Vanessa. Nous te demandons de la partager. Laisse-la y vivre pendant un certain temps. Aide-la à s'établir. C'est ta sœur. Je me suis tourné vers ma mère. Quand j'avais besoin d'aide pour les frais de scolarité, tu m'as dit de contracter des prêts. Quand j'avais besoin d'une voiture, tu m'as dit d'économiser. Mais Vanessa obtient tout ce qu'on lui donne, et je suis censé simplement accepter ça. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour toi, a dit mon père. Tu as toujours été indépendante. Tu n'avais pas besoin d'autant de soutien. Je n'avais pas besoin de soutien. Ou vous ne vouliez tout simplement pas me le donner parce qu'il était plus facile de me laisser lutter? Le silence qui a suivi était lourd d'années de ressentiment non exprimé. J'avais toujours été la personne capable, celle qui trouvait des solutions par elle-même. Vanessa avait toujours été celle qui avait besoin d'aide, de conseils, de renflouement financier. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais devenue la méchante pour avoir refusé de perpétuer cette dynamique. Voici ce qui va se passer, a dit ma mère, sa voix prenant ce ton autoritaire qu'elle avait utilisé tout au long de mon enfance. Tu vas laisser Vanessa emménager dans ta maison. Elle te paiera $300 par mois, ce qui est plus que juste compte tenu des circonstances familiales. Je l'ai fixé. $300 par mois? L'hypothèque est de $1 500 plus les services publics, l'assurance, la taxe foncière. Alors tu couvriras le reste. Considère ça comme un investissement dans l'avenir de ta sœur. Quelque chose a bougé en moi à ce moment-là. Toute une vie à avaler les déceptions, à me faire dire que j'étais égoïste de vouloir la reconnaissance de mes efforts, à regarder ma sœur recevoir des opportunités qui m'avaient été refusées tout en étant sermonnée sur les obligations familiales. J'ai senti cela se cristalliser en une certitude froide et dure. Non. Mon père a froncé les sourcils. Rona, sois raisonnable. Je suis raisonnable. La réponse est non. Vanessa n'emménagera pas dans ma maison. Pas pour 3 cents par mois. Pas pour quelque somme d'argent que ce soit. C'est ma maison. L'expression de ma mère s'est durcie. Tu es incroyablement égoïste après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, ai-je demandé. Veuillez me l'énumérer. Je suis sincèrement curieuse. La question a semblé la prendre au dépourvu. Elle a bafouillé pendant un moment avant de dire « Nous t'avons élevé, nourri, vêtu, donné un foyer. » Les obligations parentales de base.
Quoi d'autre? C'est ridicule, a dit Vanessa en se levant. Tu sais quoi? Garde ta stupide maison. J'espère que tu seras heureuse de vivre seule, à être amère à propos de ta vie pathétique. Elle est sortie en trombe, et j'ai entendu sa voiture démarrer dans l'allée quelques instants plus tard. Mes parents m'ont regardé avec des expressions correspondantes de déception et de colère. Tu fais une erreur, a dit mon père doucement. La famille est censée s'entraider. La famille est censée soutenir les réalisations de chacun, ai-je répondu, et non les démolir par jalousie et droit acquis. Je suis parti avant qu'il ne puisse répondre, grimpant dans ma voiture avec des mains qui tremblaient légèrement. Je suis resté assise dans leur allée pendant un long moment, regardant le soleil se coucher derrière leur maison parfaitement entretenue avec sa pelouse parfaitement soignée et son intérieur parfaitement aménagé qui n'avait jamais connu ce que signifiait se battre. Puis je suis rentré chez moi, dans ma maison imparfaite, qui a besoin de quelques mises à jour, durement gagnées, complètement à moi. J'ai passé la semaine suivante à déballer des cartons et à disposer des meubles. Patricia est venue 2 fois pour m'aider, et nous avons assemblé une bibliothèque d'un magasin de meubles en kit tout en buvant du vin et en nous plaignant des instructions incompréhensibles. Le travail a continué comme d'habitude. J'ai coordonné les expéditions, géré les bases de données d'inventaire et résolu les problèmes logistiques pour les fournitures pharmaceutiques qui devaient parvenir aux hôpitaux à travers le sud-ouest. Mes parents n'ont pas appelé. Vanessa non plus. Le silence ressemblait à une guerre froide, mais j'ai constaté que les critiques et les manipulations constantes ne me manquaient pas. Je me suis réveillé chaque matin dans ma maison, j'ai préparé du café dans ma cuisine et je suis allé travailler depuis mon adresse. Puis, un mardi après-midi, alors que je réorganisais la zone de réception de l'entrepôt, j'ai reçu une notification par email du système judiciaire du comté. Mon cœur s'est serré avant même que je l'ouvre. Mes parents avaient intenté une action en justice contre moi. La plainte indiquait qu'ils avaient fourni un soutien financier substantiel tout au long de ma vie, étant entendu que j'aiderais les membres de la famille dans le besoin. Ils cherchaient soit une propriété partielle de la maison, soit une compensation financière équivalente à 20 ans de dépenses d'éducation des enfants. J'ai lu le document juridique 3 fois, assise dans ma voiture sur le parking de l'entrepôt. La poursuite détaillait leur investissement dans mon éducation, y compris des estimations détaillées pour la nourriture, les vêtements, le logement et l'éducation. Ils affirmaient que j'avais conclu un contrat implicite en acceptant leur soutien et que je devais maintenant une restitution sous la forme du partage de ma propriété avec Vanessa. C'était insensé. C'était aussi très réel, avec une date d'audience fixée dans 6 semaines. J'ai appelé la seule avocate que je connaissais, une femme nommée Beth, qui venait parfois à l'entrepôt chercher des fournitures pour l'équipement médical de son père. Elle a écouté mon explication, m'a demandé de lui envoyer les documents judiciaires par email et m'a rappelé 1 heure plus tard. C'est l'une des tentatives de manipulation juridique les plus créatives que j'ai vues, a-t-elle dit. Mais ce n'est pas sans précédent. Il y a eu des cas où des parents ont revendiqué des contrats implicites avec des enfants adultes. La plupart sont rejetés, mais pas tous. Mon estomac s'est noué. Alors il pourrait gagner. C'est peu probable, mais j'ai appris à ne jamais dire jamais au tribunal de la famille. Avez-vous des documents justifiant vos revenus et vos économies? Tout. Relevé bancaire, fiche de paie, déclaration de revenus. J'ai tout gardé. Bien. Commencez à établir un calendrier. Chaque emploi que vous avez exercé, chaque dollar que vous avez économisé. Nous devons démontrer hors de tout doute que vous avez acheté cette maison entièrement avec vos propres fonds et votre propre travail. J'ai passé les 2 semaines suivantes à constituer mon dossier. Chaque soir après le travail, je me suis assise à ma table de cuisine avec des dossiers étalés sur la surface, documentant 13 années d'indépendance financière. Relevé bancaire de mon premier compte courant ouvert à l'âge de 16 ans avec $200 provenant d'un mois de travail à retourner des hamburgers. Fiche de paie de l'épicerie où j'avais travaillé les week-ends et les étés. Déclaration de revenus montrant un emploi stable depuis que j'étais légalement autorisé à déclarer. Beth a tout examiné avec une précision méthodique. Elle avait la fin de la trentaine avec des yeux perçants et une compréhension encore plus aiguisée du droit de la famille. Son bureau se trouvait dans un bâtiment modeste du centre-ville, décoré de photographies de ses 3 enfants et de documents judiciaires encadrés provenant d'affaires qu'elle avait gagnées. Votre documentation est excellente, a-t-elle dit lors de notre 3e réunion. Mais je dois vous faire comprendre quelque chose. Les juges du tribunal de la famille ont un large pouvoir discrétionnaire. Ils peuvent prendre en compte des facteurs allant au-delà du strict précédent juridique.
l'angle émotionnel que vos parents jouent pourrait résonner avec quelqu'un qui croit que les obligations familiales priment sur la réussite individuelle. J'ai agrippé les bras de la chaise. Alors, même si j'ai gagné chaque centime, je pourrais perdre ma maison parce que je suis censé me sacrifier pour ma sœur? Pas la perdre entièrement, mais potentiellement être forcé de partager la propriété ou de fournir une compensation financière. Cela dépend de la façon dont le juge interprète les contrats familiaux implicites. Elle s'est adossée à sa chaise. Parlez-moi de votre relation avec vos parents, pas seulement de l'histoire récente. Tout. J'ai parlé pendant 1 heure. J'ai décrit avoir travaillé à 2 emplois pendant mes études secondaires alors que Vanessa recevait une allocation. J'ai expliqué comment mes parents avaient payé les études universitaires de Vanessa tout en me disant de contracter des prêts pour le collège communautaire. J'ai détaillé chaque anniversaire où Vanessa recevait des cadeaux coûteux tandis que je recevais des cartes cadeaux pour des magasins pratiques. J'ai souligné le schéma d'habilitation et d'attente qui avait défini la dynamique de ma famille aussi longtemps que je pouvais me souvenir. Beth a pris des notes, posant occasionnellement des questions de clarification. Quand j'ai fini, elle a posé son stylo et m'a regardé directement. Voici ce que je vois. Vos parents ont pratiqué un traitement différentiel tout au long de votre enfance et de votre adolescence. Ils ont constamment fourni plus de soutien financier à votre sœur tout en vous demandant d'être autonome. Maintenant, ils tentent de revendiquer rétroactivement que vous leur devez pour les dépenses parentales de base. C'est manipulateur et franchement, cela me met en colère. Mais pouvons-nous gagner? Nous pouvons présenter un dossier convaincant. Que le juge se prononce en votre faveur dépend de facteurs que je ne peux pas contrôler. Elle a sorti un bloc-notes juridique. Nous avons besoin de témoignages de témoins. Quiconque peut parler de votre expérience professionnelle, de votre indépendance financière, du manque de soutien parental. Qui pouvons-nous appeler? J'y ai pensé. Patricia, évidemment, mon ancien responsable de l'épicerie, un homme nommé Denis qui m'avait écrit une lettre de recommandation pour l'université il y a des années, un professeur du collège communautaire qui m'avait aidé à m'orienter dans l'aide financière. Mon superviseur actuel à l'entrepôt, une femme sévère nommée Judith, qui respectait néanmoins mon éthique de travail. De plus, a continué Beth, nous devons considérer votre sœur. Va-t-elle témoigner pour mes parents? Absolument. Alors nous devons être préparés à tout ce qu'elle pourrait dire. Pensez au récit qu'ils vont construire. Pauvre Vanessa, luttant pour trouver sa voie pendant que l'égoïste Rona accumule les ressources. Ils vous dépeindront comme la sœur privilégiée qui refuse d'aider sa famille dans le besoin. J'ai ri amèrement. Privilégiée? Parce que j'ai travaillé 80 heures par semaine. La perception compte au tribunal. Nous devons contrôler le récit. Beth a pris d'autres notes. Je veux que vous documentiez chaque instance de soutien financier de vos parents à Vanessa au cours des 5 dernières années. Chaque paiement de voiture qu'ils ont effectué, chaque carte de crédit qu'ils ont remboursée, chaque chèque de loyer qu'ils ont couvert. Pouvez-vous faire cela? Je peux essayer. Vanessa publie tout sur les médias sociaux. Nouveau sac à main, voyage de fin de semaine, bon dîner au restaurant, je peux probablement reconstituer un calendrier. Faites-le. Et Rona, l'expression de Beth s'est légèrement adoucie. Préparez-vous émotionnellement. Le tribunal de la famille peut devenir moche. Ils vont dire des choses conçues pour vous blesser. Vos parents témoigneront de l'enfant difficile que vous étiez, à quel point vous avez été ingrate. Votre sœur se dépeindra probablement comme une victime de votre succès. Vous devez être prête à cela. J'ai hoché la tête, mais mes mains tremblaient quand j'ai quitté son bureau. Ce soir-là, je me suis assise dans mon salon avec mon ordinateur portable et j'ai parcouru les comptes de médias sociaux de Vanessa. 5 ans de publications documentant un style de vie que je n'aurais jamais pu me permettre. Des sacs à main de marque, des voyages de fin de semaine à San Diego et à Las Vegas, des brunchs coûteux dans des restaurants branchés, des billets de concert, de nouveaux vêtements pour chaque saison. Et entrecoupé du matérialisme se trouvaient des légendes sur la lutte, sur le fait de se trouver, sur la difficulté de la vie quand votre famille ne vous comprenait pas. La dissonance cognitive était stupéfiante. J'ai créé une feuille de calcul, des dates, des articles, des coûts estimés basés sur les prix de détail. Au moment où j'ai fini, j'avais documenté environ 60 000 $ de soutien parental que Vanessa avait reçu sur 5 ans. Pendant ce temps, mes parents ne m'avaient absolument rien donné pendant la même période. Ni pour les anniversaires, ni pour Noël, ni pour les urgences. La date d'audience approchait.
J'ai pris un jour de congé, m'habillant avec la tenue la plus professionnelle que je possédais. Pantalon noir, veston marine et ballerine simple. Beth m'a rencontré devant le palais de justice à 8h30. Souvenez-vous, m'a-t-elle dit alors que nous traversions les détecteurs de métaux. Restez calme. Répondez aux questions directement et honnêtement. Ne les laissez pas vous appâter dans des réponses émotionnelles. Les faits sont de votre côté. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé, avec des murs lambrissés et un éclairage fluorescent qui donnait à tout un aspect légèrement maladif. Mes parents étaient assis d'un côté avec leur avocat, un homme aux cheveux argentés dans un costume coûteux. Vanessa était assise derrière eux, portant une robe qui coûtait probablement plus cher que mon budget d'épicerie mensuel. La juge était une femme dans la début de la soixantaine, nommée juge Morrison. Elle a examiné les documents du dossier avec une expression neutre pendant que nous attendions dans un silence tendu. Finalement, elle a levé les yeux. Il s'agit d'une requête en compensation financière ou en droit de propriété fondée sur l'investissement parental et l'éducation des enfants. Les demandeurs revendiquent un contrat implicite. Passons aux déclarations liminaires. L'avocat de mes parents s'est levé. Sa présentation était fluide, pratiquée, conçue pour tirer sur les cordes sensibles. Il a parlé de sacrifices et de devoirs, de parents qui avaient consacré des années à élever 2 filles, d'attentes raisonnables de gratitude et de réciprocité. Il a présenté mes parents comme blessés et trahis, leur générosité renvoyée à la figure par une fille ingrate qui refusait d'aider sa sœur en difficulté. Puis Beth s'est levée. Sa déclaration liminaire était factuelle et précise. Elle a souligné mon expérience professionnelle, mon indépendance financière et l'écart documenté dans le soutien parental entre Vanessa et moi. Elle l'a présenté non pas comme une histoire à pleurer, mais comme un calendrier de faits qui parlaient d'eux-mêmes. Le témoignage a commencé avec mon père. Il était assis à la barre des témoins, l'air digne et blessé. L'image parfaite d'un parent déçu. L'avocat de mes parents l'a guidé à travers une série de questions sur l'éducation de 2 filles, en subvenant à nos besoins, en veillant à ce que nous ayons des opportunités de réussir. Avez-vous traité les 2 filles de manière égale, a demandé l'avocat. Nous les avons traitées en fonction de leurs besoins, a répondu mon père. Rona a toujours été très indépendante. Elle n'avait pas besoin d'autant de conseils. Vanessa avait besoin de plus de soutien parce qu'elle était encore en train de trouver sa voie. Et quand Rona a acheté une maison, quelle a été votre réaction? Nous étions fiers de sa réussite, mais nous espérions aussi qu'elle reconnaîtrait sa bonne fortune et aiderait sa sœur qui n'a pas eu les mêmes avantages. Beth s'est levée pour le contre-interrogatoire. Monsieur, vous avez déclaré que Rona n'avait pas besoin d'autant de conseils. N'a-t-elle pas non plus reçu autant de soutien financier? Mon père a bougé. Nous avons soutenu nos 2 filles de manière appropriée. Avez-vous payé les études universitaires de Rona? Elle a choisi de fréquenter un collège communautaire. Nous avons offert de l'aider avec les frais universitaires si elle avait postulé. Mais vous avez payé les études universitaires de Vanessa, les frais de scolarité complets, la chambre et la pension. Vanessa a fréquenté un établissement de 4 ans. Oui, pour 3 inscriptions distinctes car elle s'est retirée 2 fois et s'est réinscrite. Est-ce correct? La mâchoire de mon père s'est serrée. Elle était en train de trouver sa direction, et à chaque fois qu'elle s'est retirée, avez-vous reçu un remboursement des frais de scolarité que vous aviez payés? Non. Mais ce n'est pas pertinent. Je dirais que c'est très pertinent à la question de l'égalité de traitement. Combien avez-vous dépensé pour les tentatives d'études universitaires de Vanessa sur 6 ans? Je n'ai pas de chiffres exacts. Beth a sorti un document. Selon les registres universitaires et vos propres états financiers fournis dans la découverte, environ 120 000 $. Est-ce exact? Environ, oui. Et combien avez-vous contribué aux études collégiales de Rona? Le silence s'étira suffisamment longtemps pour devenir inconfortable. Finalement, mon père dit, Rona était financièrement indépendante. Elle n'a pas demandé d'aide parce que tu lui avais dit de contracter des prêts, n'est-ce pas? Nous l'avons encouragée à être autonome. Avez-vous acheté une voiture à Vanessa quand elle a eu 16 ans? Nous lui avons donné un véhicule d'occasion. Oui. Et Rona? Rona a acheté son propre véhicule parce que vous lui aviez dit d'économiser pour en acheter un, n'est-ce pas? Mon père ne répondit pas. Beth laissa le silence s'installer avant de continuer. Au cours des 5 dernières années, avez-vous payé des factures de carte de crédit de Vanessa? Nous l'avons aidée à traverser des périodes difficiles. Combien, approximativement?
Je ne tiens pas le compte de chaque dollar dépensé pour mes enfants. Vos relevés bancaires indiquent des virements totalisant environ 40 000 dollars à Vanessa sur 5 ans. Est-ce que cela vous semble exact? Le visage de mon père avait rougi. Nous aidons nos filles quand elles en ont besoin. Combien avez-vous transféré à Rona pendant la même période? Rona a un emploi stable. Elle n'a pas besoin d'aide financière. Donc, pour résumer, vous avez dépensé 120 000 dollars pour l'éducation de Vanessa, qu'elle n'a pas terminée. Vous avez transféré environ 40 000 dollars pour couvrir ses dettes et ses dépenses sur 5 ans. Vous lui avez acheté un véhicule. Pendant ce temps, vous avez contribué 0 $ à l'éducation de Rona, 0 $ à ses dépenses de subsistance, et vous ne lui avez pas acheté de véhicule. Et maintenant, vous poursuivez Rona pour une compensation basée sur votre investissement dans son éducation. Est-ce un résumé exact? Vous déformez les faits, dit mon père. Nous avons élevé nos 2 filles. Nous avons subvenu à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient 18 ans. Oui. Après cela, vous avez substantiellement subvenu aux besoins d'une fille tout en disant à l'autre d'être indépendante. Pas d'autres questions. Ma mère a témoigné ensuite. Sa présentation était plus émotionnelle, parlant de l'amour d'une mère et de la douleur de voir ses enfants divisés. Elle a pleuré en décrivant comment j'avais refusé d'aider Vanessa, comment j'avais tourné le dos à ma famille quand elle avait le plus besoin de moi. Le contre-interrogatoire de Beth était tout aussi précis. Elle a fait passer en revue à ma mère chaque instance de traitement différentiel, chaque anniversaire où les cadeaux de Vanessa dépassaient de loin les miens, chaque vacances en famille dont j'avais été exclu parce que je travaillais. Avez-vous déjà offert de contribuer à la mise de fonds de la maison de Rona? Demanda Beth. Nous avons supposé qu'elle s'en était occupée, répondit ma mère. Elle a toujours été si capable. Avez-vous offert de contribuer aux frais de subsistance de Vanessa? Vanessa avait besoin d'aide. Pourquoi avoir besoin d'aide donne-t-il le droit à plus de soutien que quelqu'un qui travaille dur pour éviter d'avoir besoin d'aide? Ce n'est pas comme ça que fonctionne une famille, dit ma mère, les larmes coulant sur son visage. Vous aidez les gens qui sont en difficulté. Et quand Rona était en difficulté, travaillant à 2 emplois, mangeant de la nourriture bon marché, conduisant une voiture peu fiable, où était l'aide familiale à ce moment-là? Ma mère n'avait pas de réponse. Les larmes continuaient, mais je me suis rendu compte que je ne ressentais rien, juste une certitude froide et claire que je regardais une performance conçue pour manipuler la sympathie. Puis Vanessa a témoigné. Elle portait son statut de victime comme une armure, décrivant à quel point sa vie avait été difficile, comment elle avait toujours lutté dans mon ombre, comment nos parents avaient été plus durs avec elle parce que j'avais fixé une norme incroyablement élevée. Rona a clairement fait comprendre qu'elle pensait être meilleure que moi, a déclaré Vanessa. Elle a jugé mes choix, m'a méprisé parce que j'avais besoin d'aide. Quand elle a acheté cette maison, j'ai pensé qu'elle serait peut-être enfin disposée à soutenir sa famille, mais au lieu de cela, elle me l'a jeté à la figure. Que pensiez-vous qu'il se passerait quand Rona a acheté la maison? Demanda l'avocat de mes parents. Je pensais qu'elle me laisserait peut-être y rester pendant que je me débrouillerais, juste pendant un petit moment, jusqu'à ce que je trouve un emploi et que je sois stable. Mais elle a refusé. Elle a dit des choses horribles sur le fait que je n'avais jamais occupé un emploi pendant plus de 6 mois. Sur le fait que j'étais irresponsable. Elle m'a humilié devant nos parents. Le contre-interrogatoire de Beth était brutal dans sa simplicité. Combien d'emplois avez-vous occupé pendant plus d'1 an? Vanessa hésita. J'ai eu plusieurs postes. Veuillez répondre à la question. Combien d'emplois avez-vous occupé pendant plus de 12 mois consécutifs? Je ne sais pas exactement, quelques-uns. Selon votre propre curriculum vitae fourni lors de la découverte, vous avez eu 9 emplois en 6 ans. La durée la plus longue était de 8 mois. Est-ce exact? Le visage de Vanessa rougit. Certains emplois ne me convenaient pas. J'étais en train de trouver ma voie. Combien payez-vous actuellement en loyer? Je reste avec mes parents en ce moment. Depuis combien de temps? Environ 8 mois, et avant cela, j'avais un appartement pendant un certain temps, pendant 6 mois, avant d'être expulsé pour non-paiement du loyer que vos parents ont ensuite payé, n'est-ce pas? J'ai eu quelques difficultés financières. Avez-vous déjà payé votre propre loyer de manière constante pendant plus d'1 an? C'est cher de vivre en ville. Rona parvient à payer son loyer et maintenant son prêt hypothécaire. Quelle est la différence? Elle est prête à tout sacrifier pour l'argent, lâcha Vanessa. Elle n'a pas de vie, pas de joie.
Elle ne fait que travailler et épargner et juger tout le monde. Avez-vous demandé à Rona si vous pouviez vivre dans sa maison? Mes parents ont suggéré que ce serait un bon arrangement. Avez-vous proposé de payer le loyer au prix du marché? Ils ont suggéré 300 par mois. L'hypothèque est de 1500 plus les services publics et autres dépenses. Vous offriez de payer 20% du coût mensuel tout en occupant 33% de l'espace. Considérez-vous cela comme juste? Je suis sa sœur. La famille est de la famille. Avez-vous aidé Rona quand elle travaillait à 2 emplois et mangeait de la nourriture bon marché pour économiser de l'argent? J'étais à l'école. Rona était également à l'école tout en travaillant à 2 emplois. Avez-vous offert de l'aider à étudier, de couvrir un quart de travail pour qu'elle puisse dormir, de contribuer quoi que ce soit à son succès? Les yeux de Vanessa se remplirent de larmes. Je faisais face à mes propres défis. Pas d'autres questions. Puis ce fut mon tour. Je me suis dirigé vers la barre des témoins, ayant l'impression de me déplacer dans l'eau. Tout était lent et surréel. Beth m'a fait passer en revue mon témoignage avec soin, établissant mon historique de travail, mes habitudes d'épargne, mon indépendance financière totale à partir de l'âge de 18 ans. Vos parents ont-ils déjà offert de vous aider à payer vos frais de scolarité? Demanda Beth. Non, ils m'ont dit de contracter des prêts si j'en avais besoin. Ont-ils offert de vous aider à acheter une voiture? Non, ils m'ont dit d'économiser et d'en acheter une moi-même. Ont-ils offert de vous aider à payer la mise de fonds de votre maison? Non, ils ne savaient pas que j'achetais une maison jusqu'à ce que j'ai déjà fait l'offre. Combien d'argent avez-vous reçu de vos parents depuis que vous avez eu 18 ans? J'y ai pensé attentivement. Environ $500 au total. Un chèque de $100 pour mon 21e anniversaire, un chèque de $100 pour mon 25e anniversaire et $300 en carte cadeau de Target et d'épicerie pour divers Noël. Et pendant cette même période, combien ont-ils donné à votre sœur? Sur la base des publications sur les médias sociaux, des virements bancaires qu'ils ont mentionnés et des déclarations directes qu'ils ont faites, j'estime à environ $160 000. Un murmure parcourut la salle d'audience. La juge Morrison leva les yeux de ses notes. C'est une différence substantielle, dit Beth. Avez-vous déjà remis en question le fait que vous étiez traité différemment? À plusieurs reprises. On m'a dit que Vanessa avait besoin de plus d'aide et que j'étais capable de prendre soin de moi-même. Comment cela vous a-t-il fait sentir? Comme si mon travail acharné était puni, comme si lutter et échouer était récompensé alors que réussir indépendamment était pris pour acquis. L'avocat de mes parents se leva pour le contre-interrogatoire. Sa stratégie était de me dépeindre comme amer et égoïste, quelqu'un qui tenait le compte et refusait de comprendre que les familles ont des besoins différents à différents moments. « Aimez-vous votre sœur » demanda-t-il. « Je ne sais plus » répondis-je honnêtement. J'aime l'idée d'avoir une sœur, mais la personne que Vanessa est devenue, quelqu'un qui s'attend à ce que tout le monde finance son style de vie sans rien apporter en retour, qui considère mon travail acharné comme quelque chose que je fais contre elle plutôt que pour moi-même. Je ne sais pas si j'aime cette personne. C'est très dur. C'est très honnête. Vos parents ont subvenu à vos besoins pendant 18 ans. Ne pensez-vous pas que vous leur devez quelque chose? Ils ont rempli leur obligation légale de parents. Je ne leur dois pas de remboursement pour avoir choisi d'avoir des enfants. Même après tout ce qu'ils ont sacrifié pour vous? Qu'ont-ils sacrifié? Soyez précis, s'il vous plaît, car d'où je suis assise, ils ont sacrifié pour Vanessa tout en me disant de sacrifier pour moi-même. Il essaya plusieurs autres angles, mais je refusais de me laisser entraîner dans des réponses émotionnelles. Je m'en tenais aux faits, aux chronologies, aux disparités documentées dans le traitement. Quand je suis finalement descendu de la barre des témoins, je me sentais épuisé mais lucide. Beth appela Patricia comme témoin de moralité. Patricia témoigna avoir travaillé à mes côtés pendant 5 ans, de mon dévouement et de mon éthique de travail, des innombrables fois où j'avais mentionné que j'économisais pour une maison et des sacrifices que j'avais faits pour atteindre cet objectif. A-t-elle jamais mentionné que ses parents l'aidaient? Demanda Beth. Jamais. Elle parlait d'eux, mais toujours en termes de ce qu'il faisait pour sa sœur. J'ai eu l'impression qu'elle avait renoncé à attendre quoi que ce soit d'eux il y a des années. Denny, mon ancien directeur d'épicerie, témoigna m'avoir embauché de 16 à 22 ans. Il décrivit une adolescente qui ne s'absentait jamais pour cause de maladie, qui prenait tous les quarts de travail supplémentaires offerts, qui épargnait ses chèques de paie avec une détermination concentrée. J'ai offert de la promouvoir assistante gérante quand elle avait 19 ans, dit-il.
Elle a refusé parce que les heures auraient été en conflit avec ses cours au collège communautaire. C'est le genre de personne qu'est Rona. Elle pense à long terme, fait des choix difficiles, ne prend pas de raccourcis. Judith, ma superviseure actuelle, témoigna de ma performance à l'entrepôt. Elle n'était pas abusive. Ce n'était pas son style. Mais son évaluation clinique de mes capacités et de ma fiabilité avait du poids. Rona est la personne que j'appelle quand quelque chose de critique doit être géré correctement, dit Judith. Elle n'invente pas d'excuses. Elle ne blâme pas les autres. Elle résout les problèmes. C'est rare. Les témoignages dressèrent un portrait clair, une femme qui avait travaillé sans relâche pendant 13 ans, épargné agressivement et atteint son objectif grâce à une détermination pure. De l'autre côté, le tableau était tout aussi clair, des parents qui avaient encouragé une fille tout en exigeant l'indépendance de l'autre, essayant maintenant de réclamer rétroactivement une compensation pour les tâches parentales de base. La juge Morrison demanda des plaidoiries finales. L'avocat de mes parents fit un appel émotionnel aux obligations familiales et aux attentes raisonnables que les parents devraient avoir après des décennies de sacrifices. Beth répondit avec des faits et des chronologies, démontrant hors de tout doute que j'avais acheté ma maison entièrement avec mes propres revenus tandis que mes parents avaient fourni un soutien beaucoup plus important à ma sœur. Les demandeurs réclament un contrat implicite, conclut Beth. Mais il n'y avait pas de contrat, implicite ou autre. Il n'y avait qu'un modèle de traitement différentiel où une fille recevait tous les avantages tandis que l'autre se faisait dire de se débrouiller seule. Rona s'est débrouillée seule. Elle a réussi grâce à un travail acharné et à des sacrifices. Maintenant, ses parents veulent punir ce succès en la forçant à subventionner la dépendance continue de sa sœur. Ce tribunal ne devrait pas récompenser cette manipulation. La juge Morrison prit une brève pause. Nous restâmes assis dans la salle d'audience pendant 30 minutes pendant qu'elle examinait les documents de l'affaire dans son bureau. J'ai compté les carreaux du plafond, essayant de ne pas penser à la possibilité de perdre la maison pour laquelle j'avais travaillé pendant 13 ans pour l'acheter. Lorsque la juge Morrison revint, son expression était illisible. J'ai examiné les témoignages et les documents, commença-t-elle. Cette affaire soulève des questions sur les obligations familiales, les contrats implicites et la mesure dans laquelle les enfants adultes doivent à leurs parents une compensation pour les dépenses d'éducation des enfants. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Cependant, après mûre réflexion, je ne trouve aucun fondement juridique aux allégations des demandeurs. La juge Morrison continua, sa voix étant ferme et autoritaire dans la salle d'audience silencieuse. Les demandeurs soutiennent qu'ils ont fourni un soutien substantiel pendant l'enfance de la défendresse et méritent donc une compensation ou des droits de propriété. Cependant, fournir les nécessités de base à un enfant mineur est une obligation légale, pas un contrat qui crée une dette future. Ma mère fit un petit son de protestation. Les yeux du juge se tournèrent vers elle avant de revenir au document. De plus, les preuves présentées démontrent un modèle clair de traitement disparate entre les deux filles. Les demandeurs ont fourni environ 160 000 $ de soutien à leur fille cadette, Vanessa, après qu'elle ait atteint l'âge adulte, tout en fournissant environ 500 $ à leur fille aînée, Rona, pendant la même période. Les demandeurs ne peuvent pas affirmer qu'ils ont fait des investissements égaux dans les deux enfants lorsque les preuves financières prouvent le contraire. L'avocat de mon père se leva. Votre honneur, l'investissement pendant les années d'enfance. Maître, j'ai entendu vos arguments. Les années d'enfance ne sont pas en cause ici. Ce qui est en cause, c'est de savoir si la défendresse doit à ses parents une compensation ou des droits de propriété en raison de cette enfance. La loi est claire. Elle ne le doit pas. Les parents choisissent d'avoir des enfants. Les enfants ne choisissent pas de naître. Le devoir va dans un seul sens. La juge Morrison regarda directement mes parents. Ce qui me dérange le plus dans cette affaire, c'est la motivation apparente. La défendresse a travaillé à 2 emplois à partir de l'âge de 15 ans. Elle a fait ses études universitaires tout en travaillant à temps plein. Elle a épargné agressivement et a considérablement sacrifié pour acheter sa maison. Plutôt que de célébrer cette réussite, les demandeurs ont intenté une action en justice quelques semaines après l'achat, cherchant à transférer le bénéfice à la fille cadette, qui a reçu un soutien parental beaucoup plus important et a fait preuve de moins de responsabilité financière. Le visage de Vanessa était devenu pâle. Ma mère pleurait à nouveau, mais cette fois les larmes semblaient différentes, paniquées plutôt que théâtrales. Les preuves montrent que la défendresse a acheté sa maison entièrement avec des fonds qu'elle a gagnés et épargnés de manière indépendante. Il n'y a aucun fondement juridique à l'allégation des demandeurs de contrat implicite ou de compensation due.
De plus, je trouve le moment et la motivation de cette poursuite préoccupants. Il semble qu'elle soit conçue non pas pour recouvrer des pertes réelles, mais pour manipuler la défenderesse afin qu'elle soutienne sa sœur adulte indéfiniment. La juge Morrison ramassa son maillet. L'affaire est rejetée avec préjudice. La défenderesse ne doit rien au demandeur. De plus, j'accorde les frais de justice à la défenderesse. Les demandeurs rembourseront ses honoraires d'avocat et ses frais de justice dans les 60 jours. Le maillet frappa avec un bruit sec qui résonna dans toute la salle d'audience. Je restai assise, figée, mon cerveau luttant pour comprendre ce qui venait de se passer. Beth toucha doucement mon bras. Nous avons gagné. C'est fini. L'avocat de mes parents était déjà en train de rassembler ses papiers, son expression étant professionnellement neutre, mais ses mouvements étaient tendus de frustration refoulée. Mon père fixa droit devant lui, la mâchoire serrée. Ma mère continua de pleurer, mais maintenant elle me regardait avec quelque chose qui aurait pu être du choc ou de la rage. Je ne pouvais pas dire lequel. Vanessa se leva brusquement et sortit de la salle d'audience, ses talons claquant sèchement contre le carrelage. Le son sembla briser le sort. Les gens commencèrent à bouger, à ramasser leurs affaires, à se préparer à partir. Mes parents s'approchèrent, leur avocat les suivant de près. Pendant un instant, j'ai pensé qu'ils pourraient s'excuser, peut-être reconnaître ce qu'ils avaient fait, peut-être montrer une certaine reconnaissance de la façon dont ils avaient essayé de voler la seule chose que j'avais travaillé toute ma vie adulte à réaliser. Au lieu de cela, mon père dit « Vous avez détruit cette famille ». Les mots étaient si absurdes que j'ai presque ri. J'ai détruit la famille. Vous m'avez poursuivi en justice pour avoir acheté une maison avec mon propre argent. Vous avez refusé d'aider votre sœur, dit ma mère, essuyant ses larmes avec un mouchoir. Vous avez choisi la propriété plutôt que la famille. Je me suis choisi moi-même, corriguai-je. Pour la première fois de ma vie, je me suis choisi moi-même. Et vous n'avez pas pu le supporter. Nous vous avons élevé mieux que ça, dit mon père. Vous m'avez élevé pour être indépendante et autonome. C'est exactement ce que je suis. Vous n'avez tout simplement pas aimé que je réussisse sans avoir besoin de vous. Beth s'avança. Cette conversation est terminée. Veuillez adresser toute communication ultérieure à mon bureau. Mes parents partirent sans dire un mot de plus. Leur avocat s'arrêta juste assez longtemps pour remettre une carte de visite à Beth, probablement pour la coordination du paiement des honoraires d'avocat, puis les suivit. Je restai debout dans la salle d'audience vide, écoutant le silence. Beth prenait des notes, probablement en documentant les détails dont elle aurait besoin pour ses dossiers. Un huissier redressait les chaises. Des activités ordinaires dans un espace où tout mon avenir venait d'être décidé. « Ça va ?» demanda Beth, levant les yeux de son bloc-notes. « Je ne sais pas encore. Demandez-moi demain. » Elle sourit. « C'est juste. Vous devriez savoir que c'était l'un des rejets les plus clairs que j'ai vus. La juge Morrison n'a pas été impressionnée par l'affaire de vos parents. Le fait de vous accorder des honoraires d'avocat, c'est inhabituel. Elle voulait envoyer un message. Quel message? Que les poursuites manipulatrices ont des conséquences. Vos parents devront payer environ $8 000 en frais juridiques. Ce n'est pas une fortune, mais c'est suffisant pour piquer, et c'est un document public. Quiconque cherchera leur nom verra qu'ils ont poursuivi leur fille et ont perdu. Nous sortîmes ensemble dans l'après-midi ensoleillé de Phoenix. La chaleur frappa comme un mur physique après le tribunal climatisé. Je plissai les yeux contre la lumière du soleil, fouillant dans mon sac à main pour trouver des lunettes de soleil. Rentrez chez vous, conseilla Beth. Prenez le reste de la journée. Traitez tout. Demain, vous pourrez commencer à avancer. Je conduisis jusqu'à chez moi à travers des rues familières, passant devant l'entrepôt où je travaillais, l'épicerie où j'avais passé d'innombrables heures adolescentes, le campus du collège communautaire où j'avais jonglé avec les cours et l'emploi. Chaque point de repère était un marqueur du voyage qui avait mené à ce moment. Quand je me suis garé dans mon allée, je suis resté assise dans la voiture un long moment, juste à regarder la maison, ma maison, légalement, indéniablement, définitivement à moi. Personne ne pouvait me la prendre. Aucune poursuite, aucune manipulation, aucune obligation familiale ne pouvait me dépouiller de ce que j'avais gagné. Je suis entré et me suis tenu dans le salon, le même endroit où je me tenais le jour du déménagement, ressentant un tel accomplissement. Maintenant, ce sentiment était compliqué par du soulagement, de l'épuisement et une étrange sorte de chagrin. J'avais gagné.
mais gagner signifiait accepter que mes parents avaient vraiment essayé de prendre ma maison, que ma sœur avait soutenu leurs efforts, que la famille dont j'avais autrefois espéré qu'elle reconnaisse un jour mes réalisations avait au contraire essayé de me punir pour elle. Mon téléphone a vibré. Patricia, comment ça s'est passé? Je l'ai appelée au lieu de lui envoyer un texto. Elle a répondu immédiatement. Raconte-moi tout, a-t-elle exigé. J'ai raconté le procès, les témoignages, le rejet du juge Morrison. Patricia a poussé un cri si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Je le savais. Je t'avais dit qu'il n'avait aucune chance. Dieu, j'aimerais avoir vu la tête de tes parents. Ma mère a pleuré pendant la majeure partie du procès. Mon père avait l'air de vouloir casser quelque chose. Vanessa est sortie avant même que le juge ait fini de parler. Bien. Il devrait avoir honte. Poursuivre sa propre fille en justice pour avoir acheté une maison? C'est psychotique. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Patricia a proposé d'apporter le dîner, mais j'ai refusé. J'avais besoin de temps seul pour digérer tout ça. Après avoir raccroché, j'ai erré dans ma maison, me familiarisant à nouveau avec l'espace qui avait failli m'être enlevé, la chambre d'amis où j'avais installé un bureau à domicile, la chambre principale avec la salle de bain attenante qui m'avait convaincu d'acheter la maison lors de la première visite, la cuisine avec ses plans de travail démodés que je prévois de remplacer un jour quand j'aurai économisé suffisamment d'argent, le jardin avec son petit patio et son aménagement paysager. Désertique. À moi. Tout à moi. Au cours des semaines suivantes, la vie s'est installée dans une nouvelle normalité. Le travail a continué avec ses rythmes habituels d'expédition et de gestion des stocks. J'ai dîné avec Patricia 2 fois, une fois dans un restaurant thaïlandais et une fois dans son appartement où elle a préparé un plat de pâtes élaboré et nous avons bu trop de vin. J'ai remplacé le robinet de la cuisine qui fuyait depuis que j'avais emménagé. J'ai planté des fleurs indigènes dans le jardin et je les ai regardées lutter brièvement avant de s'adapter à la chaleur du désert. Mes parents ne m'ont pas contacté. Vanessa non plus. Le silence était absolu, comme si j'avais été effacé de leur vie au moment où le juge a rejeté leur affaire. Parfois, je me demandais ce qu'ils racontaient aux gens à mon sujet. Probablement une version des faits où j'étais la méchante, la fille ingrate qui avait abandonné sa famille dans la poursuite d'ambitions égoïstes. Puis, 6 semaines après le procès, j'ai reçu un appel de Denis, mon ancien responsable de magasin. Je ne lui avais pas parlé depuis le procès, bien que nous échangions parfois de brèves salutations quand je le croisais en ville. Rona, je pensais que tu devrais savoir quelque chose, a-t-il dit après que nous ayons échangé des salutations. J'ai croisé ta mère au centre commercial hier. Elle était avec une amie, et je les ai entendus parler de toi. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle racontait à cette femme que sa fille ingrate avait traîné la famille en justice, causé toutes sortes de problèmes, refusé d'aider sa sœur en difficulté. Elle a fait croire que c'était toi qui avais intenté le procès. J'ai fermé les yeux. Bien sûr, réécrire l'histoire, rejeter la faute, jouer la victime. Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis approché et je l'ai corrigé. J'ai dit à son amie la vérité, que c'était elle et ton père qui vous avaient poursuivi en justice, que j'avais témoigné au procès, que le juge avait rejeté l'affaire et les avait obligés à payer vos frais de justice. Ta mère a essayé de se disputer, mais je n'ai fait que répéter les faits. Finalement, elle est partie. Merci pour ça. Elle raconte aux gens que tu es mentalement instable, a continué Denis, que tu as toujours eu des problèmes, qu'ils ont essayé de t'aider, mais que tu as refusé de te faire soigner. Je pensais que tu devrais savoir quelle réponse ce récit. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon canapé, sentant une colère familière s'allumer dans ma poitrine. Ce n'était pas suffisant qu'ils aient essayé de prendre ma maison. Maintenant, ils essayaient de prendre ma réputation, répandant des mensonges à tous ceux qui voulaient bien les entendre, se faisant passer pour des parents inquiets face à une fille troublée, plutôt que ce qu'ils étaient réellement, des personnes manipulatrices qui avaient essayé de voler leur enfant par l'intimidation juridique. J'ai appelé bête. Peuvent-ils faire ça? Mentir sur moi publiquement? Techniquement, tu pourrais intenter une action en diffamation si tu peux prouver les dommages. Mais honnêtement, laisse-les parler. Tous ceux qui comptent connaissent déjà la vérité. Le dossier du tribunal est public. Leur procès et son rejet sont des faits documentés. Laisse-les raconter leurs mensonges. Le temps révélera la vérité. Elle avait probablement raison. Mais la colère ne s'est pas dissipée. J'avais travaillé si dur, sacrifié tant de choses,
et maintenant mes parents essayaient de détruire mon caractère parce qu'ils n'avaient pas réussi à détruire mon indépendance. Puis, une semaine plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un message via les réseaux sociaux d'une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des années, une femme nommée Kelly qui vivait à Tucson. Nous avions été proches quand nous étions enfants, mais nous nous étions éloignés en grandissant. Salut, Rona. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec tes parents et le procès. Je voulais que tu saches que je ne suis pas surprise. Ils ont essayé de faire quelque chose de similaire à mon frère il y a des années. Il leur a emprunté de l'argent pour une réparation de voiture et ils l'ont gardé au-dessus de sa tête pendant 5 ans, affirmant qu'il leur devait toutes sortes de compensations supplémentaires. Nous avons fini par les couper complètement. Je suis désolé qu'il t'ait fait subir ça. Tu méritais mieux. J'ai fixé le message. Mes parents avaient déjà fait ça à d'autres membres de la famille. J'ai répondu en demandant plus de détails. Kelly m'a appelé ce soir-là. C'est leur modèle, a-t-elle expliqué. Ils aident quelqu'un, puis utilisent cette aide comme levier pour le contrôle. Quand la personne résiste, ils ripostent. Mon frère leur a finalement dit de garder leur argent et d'arrêter de les appeler. Ils ont dit à toute la famille qu'il était instable et ingrat. Ça te dit quelque chose? Très familier. Le truc, c'est que la plupart des gens finissent par le comprendre. Mes parents l'ont fait. D'autres parents l'ont fait. Tes parents ont brûlé beaucoup de ponts au fil des ans. Il y a une raison pour laquelle nous ne les voyons qu'aux grandes fêtes. Et même là, les gens gardent leur distance. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Kelly a partagé des histoires sur la dynamique familiale que j'étais trop jeune pour comprendre à l'époque, des exemples de mes parents offrant de l'aide pour ensuite exiger un remboursement excessif, des disputes lors de réunions de famille où ils jouaient la victime alors qu'ils étaient clairement les agresseurs, un modèle de manipulation qui remontait à des décennies. Pourquoi personne ne m'a prévenu, ai-je demandé. Nous aurais-tu cru? Tu le vivais. Tu devais le voir par toi-même. Kelly a fait une pause. Mais maintenant que tu l'as fait, tu remarqueras probablement que d'autres personnes les évitent. Sois attentive lors du prochain événement familial. Regarde qui garde les conversations courtes et superficielles. J'ai pensé à Thanksgiving de l'année précédente, comment plusieurs parents avaient fait des politesses à mes parents avant de passer rapidement à d'autres conversations. À l'époque, j'avais supposé qu'ils étaient juste occupés. Maintenant, je me demandais s'ils limitaient stratégiquement leur exposition. Le prochain grand événement familial était la fête du 85e anniversaire de ma grand-mère fin novembre. Elle a eu lieu dans un restaurant à Scottsdale organisé par ma tante Julia. J'ai failli ne pas y aller, m'attendant à ce que ce soit malaisé étant donné le procès, mais ma grand-mère avait toujours été gentille avec moi à sa manière distante, et je voulais la voir. Je suis arrivé délibérément en retard, espérant éviter une interaction prolongée avec mes parents. La fête battait déjà son plein quand je suis entré dans la salle à manger privée. Ma grand-mère était assise à la tête d'une longue table entourée d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants couvrant 4 générations. Mes parents étaient là, bien sûr, assis près de ma grand-mère avec Vanessa à leur côté. Quand ils m'ont vu entrer, le visage de ma mère s'est crispé. Mon père a détourné le regard. Vanessa m'a regardé avec une hostilité non dissimulée. Je me suis dirigé vers ma grand-mère, lui donnant une accolade douce et lui souhaitant un bon anniversaire. Elle m'a tapoté la main distraitement, déjà distraite par un arrière-petit-enfant qui grimpait sur ses genoux. Puis j'ai trouvé une place à l'extrémité de la table entre Kelly et un autre cousin nommé Jason. Courageux de venir, a murmuré Kelly. C'est l'anniversaire de ma grand-mère. Je ne vais pas les laisser me chasser. Tout au long du dîner, j'étais hyper consciente de la présence de mes parents. Ils ont fait tout un spectacle en étant attentifs à Vanessa, en riant à ses blagues, en l'incluant dans toutes les conversations. Le message était clair, voyez ce que vous manquez en refusant de vous conformer. Mais j'ai aussi remarqué ce que Kelly avait mentionné. D'autres parents ont gardé leurs interactions avec mes parents brèves et superficielles. Mon oncle Tom, qui avait toujours été amical avec mon père, lui a à peine parlé. Ma tante Julia était polie mais distante. Même ma grand-mère semblait moins engagée quand ma mère essayait de monopoliser son attention. Après le dîner, pendant que les gens prenaient du café et du gâteau, ma tante Julia s'est approchée de moi. J'ai entendu parler du procès, a-t-elle dit doucement. Je suis désolé qu'il t'ait fait subir ça. Ton oncle et moi avons parlé de te contacter, mais nous ne savions pas si tu voulais l'implication de la famille. C'est fini maintenant. Le juge l'a rejeté.
Bien. Tes parents ont toujours été. Elle a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Point difficile. Ils ont de bonnes intentions, mais ils ont du mal à respecter les limites. C'était une façon diplomatique de dire qu'ils étaient manipulateurs et dominateurs. J'ai apprécié le sentiment, même si le langage était adouci. Alors que la fête touchait à sa fin et que les gens commençaient à partir, ma mère m'a coincé près du vestiaire. J'espère que tu es contente, a-t-elle dit, sa voix tendue. Tu as monté toute la famille contre nous. Je n'ai monté personne contre vous. J'ai juste arrêté de vous laisser me contrôler. Nous avons essayé de t'aider à comprendre la responsabilité familiale. Vous avez essayé de voler ma maison et de la donner à Vanessa. Ce n'est pas de la responsabilité familiale. C'est de l'exploitation. Tout a toujours été si facile pour toi, a continué ma mère comme si je n'avais rien dit. Tu as eu de bonnes notes sans essayer. Tu as trouvé des emplois facilement. Tu as économisé de l'argent sans lutter. Tu ne comprends pas ce que c'est pour les gens qui ont besoin de plus de soutien. La révision de l'histoire était à couper le souffle. Facile? Maman, j'ai travaillé 80 heures par semaine pendant des années. J'ai mangé des ramen au dîner pour pouvoir économiser $20 supplémentaires. J'ai conduit une voiture qui tombait constamment en panne parce que je ne pouvais rien me permettre de mieux. Rien n'a été facile. Je n'ai juste pas abandonné quand les choses sont devenues difficiles. Tu es si critique, a-t-elle dit. Comme toujours, tu regardes de haut tous ceux qui ne répondent pas à tes normes impossibles. Mes normes sont de travailler pour ce que vous voulez et de ne pas vous attendre à ce que les autres financent votre style de vie. Ce n'est pas impossible. C'est l'âge adulte de base. Mon père est apparu, plaçant une main sur l'épaule de ma mère. Nous devrions y aller. Il ne sert à rien de lui parler. Ils sont partis sans dire au revoir à personne, Vanessa traînant derrière eux. Les membres restants de la famille les ont regardés partir avec des expressions allant du soulagement à la résignation. Kelly est venue se tenir à côté de moi. Tu vois ce que je veux dire? Ils brûlent des ponts et se demandent ensuite pourquoi les gens les évitent. Dans les mois qui ont suivi, la distance entre mes parents et moi est devenue permanente. J'ai entendu dire par des parents qu'ils continuaient à raconter leur version des faits à tous ceux qui voulaient bien les écouter. Mais le dossier du tribunal était public, et suffisamment de gens connaissaient la vérité pour que leur récit ne gagne pas beaucoup de terrain. Vanessa a posté des commentaires vagues sur les réseaux sociaux au sujet de la trahison et de la loyauté familiale. J'ai bloqué ses comptes et je suis passé à autre chose. Certaines relations, ai-je réalisé, ne valaient pas la peine d'être sauvées. Pendant ce temps, ma vie a continué de s'améliorer. J'ai reçu une promotion au travail, une augmentation de salaire qui m'a permis de commencer à économiser pour la rénovation de la cuisine que je voulais. J'ai adopté un chien de refuge, un bâtard de taille moyenne nommé Copper, qui adorait le jardin et dormait sur mon lit tous les soirs. Patricia et moi avons fait un voyage de week-end à Sedona, mes premières vacances en 5 ans. La maison est devenue plus qu'une simple réalisation. Elle est devenue un foyer. J'ai peint la chambre d'amis d'un verso chaud. J'ai accroché des photos et des œuvres d'art sur les murs. J'ai appris à cuisiner des plats compliqués dans ma cuisine, ne me contentant plus d'options bon marché et rapides. J'ai organisé un petit dîner pour Patricia, Judith et quelques autres collègues et j'ai ressenti une fierté sincère à leur montrer l'espace que j'avais créé. De temps en temps, je pensais à mes parents et à ma sœur. Je me demandais s'ils avaient appris quelque chose du procès ou s'ils continuaient leur modèle de facilitation et de manipulation. Je me demandais si Vanessa développerait un jour l'indépendance dont elle avait besoin ou si elle passerait sa vie à chercher quelqu'un pour financer son existence. Mais je me concentrais surtout sur mon propre avenir. J'avais 29 ans maintenant, avec une maison que je possédais, un emploi dans lequel j'étais bonne et des amitiés qui me soutenaient. J'avais appris à fixer des limites et à les faire respecter. J'avais appris que la famille n'était pas une excuse pour l'exploitation. J'avais appris que travailler dur et réussir ne me rendait pas égoïste. Cela me rendait capable. Un soir, près d'1 an après le procès, j'étais assise sur mon patio arrière avec Copper lové à mes pieds. Le coucher de soleil désertique peignait le ciel dans des nuances d'orange et de rose. Ma maison se dressait solidement derrière moi, n'étant plus menacée par des procès ou des manipulations familiales. J'avais remboursé une partie de l'hypothèque légèrement en avance sur le calendrier. La rénovation de la cuisine était prévue pour le printemps prochain. J'ai pensé à la fille que j'étais à 15 ans, travaillant à son premier emploi dans un fast-food et rêvant d'indépendance.
Elle serait fière de l'endroit où j'avais fini par arriver. Pas seulement la maison ou le travail ou la stabilité financière, mais la force de tenir tête aux gens qui essayaient de prendre ce que j'avais gagné. Mes parents ne se sont jamais excusés. Dans les 6 mois qui ont suivi le procès, leur relation avec la plupart des membres de la famille élargie s'était encore détériorée. Les parents ont cessé de les inviter à des événements après qu'ils aient causé une scène au mariage d'un autre cousin, critiquant les dépenses et faisant des commentaires acerbes sur les membres de la famille qui refusaient de s'entraider. Mon oncle Tom leur a finalement dit directement que leur modèle de manipulation avait épuisé la patience de tout le monde. Ils ont cessé d'assister aux réunions de famille après cela, s'isolant effectivement par leur propre comportement. Vanessa a emménagé avec un petit ami qui a duré 4 mois avant de réaliser qu'elle s'attendait à ce qu'il finance tout son style de vie. Après son départ, elle est retournée vivre chez mes parents où elle est restée, cherchant toujours quelqu'un pour la soutenir sans rien apporter en retour. Tous les 3 ont créé leur propre petite bulle de ressentiment, convaincus que le monde était contre eux, ne reconnaissant jamais que leurs problèmes étaient auto-créés. Je me suis tenu sur mon patio arrière ce soir-là à regarder le coucher de soleil désertique peindre le ciel et j'ai réalisé que j'étais exactement là où j'étais censé être. Pas parce que la vengeance avait un goût doux, bien que le rejet du juge ait apporté une satisfaction féroce, mais parce que j'avais protégé ce que j'avais construit par des années de sacrifice et de détermination. Le procès avait été leur dernière tentative de me prendre, et j'avais refusé de les laisser faire. Ce refus m'avait coûté une famille, mais il avait préservé quelque chose de plus important, mon respect de soi, mon indépendance et l'avenir que j'avais travaillé si dur à créer. Certaines batailles vous choisissent. Et quand elles le font, la seule option est de se battre avec toutes les ressources dont vous disposez, sachant que gagner signifie non seulement garder ce qui est à vous, mais prouver à vous-même que vous êtes assez fort pour le défendre.